Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray de l'émission Occident. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de quelqu'un qu'on entend parler un peu de loin, là, bien sûr, parce que c'est au Brésil, donc on va parler du Brésil aujourd'hui, et du candidat Jair Bolsonaro, ce qu'on appelle le Trump tropical. Alors pour certains c'est mal vu, mais pour nous c'est plutôt bien vu. Et avec un slogan qui est quand même intéressant, mais on va discuter justement de la personnalité et du parcours de ce personnage. Le Brésil au-dessus de tout et Dieu au-dessus de tous. Alors, on va voir que ça fait référence à certaines valeurs sur lesquelles on va revenir, parce que voilà. Alors, pour parler de ce personnage, donc je rappelle qu'on va parler du candidat donc, au Brésil, Antoine Bachelin Sénat, qui est français, mais en tout cas qui est francophone, mais qui vit au Brésil, et qui a écrit un livre qu'on va publier aussi, nous, ici, enfin, au Québec, au Canada. Et c'est lui qui va nous parler de son point de vue et de sa recherche, puisque c'est quand même le résultat, on l'a vu, c'est quand même assez fouillé. Alors, bonjour, Monsieur Bachelin Sénat. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les spectateurs qui nous regardent dans le monde entier. Bonjour à tous. On va Bom dia, commencer boa par le tarde. Québec, mais c'est sûr que votre interview, parce que c'est une des premières fois, en tout cas dans l'espace francophone, on a accès à une source, disons, présente et qu'on ne passe pas par les intermédiaires subventionnés qui généralement ne font pas leur boulot de journaliste. Donc là, Exactement. vous avez... Alors, on va dire pourquoi. D'abord, vous êtes au Brésil depuis combien de temps? Alors le Brésil, je le connais depuis mon enfance, hein, donc ça a toujours été mélangé avec moi, ma construction en tant qu'enfant, parce que je suis pratiquant du jiu-jitsu brésilien, qui a été connu dans les arts martiaux, dans le combat libre, dans les UFC. Moi j'y allais souvent déjà en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, donc je connais le Brésil depuis tout petit. Depuis que je depuis que je suis vraiment bébé. Mais par contre, m'installer définitivement, cela fait 11 ans maintenant que j'habite ici, que je suis marié avec une femme brésilienne. Voilà, 11 ans maintenant. Quel domaine alors? Alors, on a créé un buffet traiteur qui s'appelle Mister Feijoada. C'est un buffet spécialisé dans un plat brésilien, la feijoada. Et nous, on a tout le matériel, c'est-à-dire on fait des événements pour des entreprises avec toute l'équipe, c'est-à-dire les barmen, les cuisinières, les cuisiniers, les serveurs, toutes les nappes, tous les couverts. Donc, on amène toute l'infrastructure pour réaliser l'événement où qu'il soit, même dans un coin retiré à la campagne où il n'y a pas d'infrastructure, où il n'y a pas de cuisine, on amène tout ça. Et donc on fait des événements pour entreprises et pour particuliers. Il semble que donc vous n'êtes pas forcément, on va dire, un littéraire ou un journaliste, mais grâce au développement des médias sociaux, vous avez décidé, choqué par la propagande des mondialistes et des médias corrompus comme contre Bolsonaro. Donc c'est la façon de présenter le personnage, la personnalité de ce candidat à la présidence qui vous a choqué, et en particulier vous parlez des GAFAM dans votre introduction. Donc ce n'est pas un secret pour personne que les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, financent la gauche corrompue et censurent, attaquent et diffament tout ce qui vient de la droite souverainiste. Alors expliquez-nous comment vous êtes arrivé donc à... Est-ce que c'est par les médias traditionnels, ou est-ce que vous avez pu constater ça aussi dans les médias sociaux? Oui, oui, ici au Brésil aussi, vous avez les mêmes, si vous voulez, la même oligarchie qui contrôle les médias, hein, que ce soit UOL, que ce soit Globe, ou qui sont des médias brésiliens, qui sont détenus par certaines petites familles, hein, qui ont un discours très mensonger. Et donc, durant moi, cette époque de la fraudémie, où j'étais arrêté, où les gens avaient peur de faire des événements, j'étais révolté et en plus de la désinformation sur le Covid, on avait une désinformation politique sur ce que faisait Jair Messias Bolsonaro, et je pense que c'était une bonne possibilité, une bonne opportunité de présenter au monde qui il est réellement depuis tout petit. Au niveau biographique, moi j'explique, il est peu connu, donc j'explique son enfance dans une région pauvre du Vila do Ribeiro à Sao Paulo, euh, toute sa toute sa trajectoire jusqu'à la politique avant le militaire. Et donc j'ai utilisé cette pandémie pour réellement
montrer aussi en termes de Covid, parce que lui, il n'est pas vacciné, il était contre le confinement. Donc, il y a énormément de choses à dire sur ce personnage qui est Jair Messias Bolsonaro, et c'est très intéressant. C'est une figure d'inspiration aussi pour tous les patriotes du monde, je pense. Donc, il y avait réellement un besoin d'avoir un livre, d'avoir des explications en français, en anglais aussi. Hein. J'ai le livre en français, en anglais, en portugais, bien évidemment, pour montrer les faits. Et comme le dit lui-même souvent Jair Messias Bolsonaro, où il n'y a pas de vérité, il n'y a pas d'ordre. Et s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien qui fonctionne. Donc, voilà, j'ai voulu rétablir des vérités, parce que c'est toujours la même partie qui a la parole, c'est toujours les mêmes mainstream médias qui ont le narratif, et on ne donne pas la parole à l'autre côté. On a une vision tronquée. Moi, à chaque fois, je fais des interviews aussi à la radio, sur d'autres chaînes YouTube aussi, et on a toujours les mêmes narratifs, par exemple sur la déforestation, alors que la déforestation a baissé sous Bolsonaro, alors sur la criminalité aussi, la criminalité a baissé drastiquement sous Bolsonaro. Donc on a énormément de narratifs qui sont, si on prend simplement les faits, sont réfutés les uns après les autres. Donc voilà, j'ai voulu montrer tous ces points-là, et j'ai justement dans mon livre les différents chapitres pour réfuter tous ces points-là, que ce soit sur la démarcation des terres indigènes qui est fait avec de la corruption d'hommes politiques, pour la vente de minéraux précieux. Donc énormément de points sur lesquels il faut réfuter la narrative qui tombe par elle-même, en fait, parce que ça ne se sustente pas, en fait. Voilà. Alors, c'est justement l'objet de notre entrevue, mais j'aimerais situer un peu vos valeurs, parce que, bon, vous situez, vous l'avez cité récemment, mais là, enfin, en parlant de la vérité, ce livre ne présente que la vérité des faits, et vous faites une citation de la Bible, Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ». Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que vous dédicacez, bien sûr, votre livre à votre femme, bon, comme tout le monde peut faire comme auteur, enfin, sa famille, mais vous dites aussi merci à Dieu, quel que soit le nom que vous lui donniez. Est-ce que vous avez un rapport à la religion particulier? Est-ce que vous êtes croyant? Est-ce que vous êtes chrétien? Comment vous pouvez vous définir? C'est important, je pense, avant de commencer l'interview. Moi, j'ai un parcours différent de par les arts martiaux. Moi, j'étais presque moine bouddhiste, j'étais presque ordonné, j'ai l'ordination de Bodhisattva. J'ai vécu dans des temples bouddhistes, dans les temples bouddhistes Zen Soto. J'ai vécu, j'ai pratiqué vraiment de façon très intensive. Voilà, j'étais ordonné par Evelyne de Smet, du Zen Soto bouddhiste japonais. Mais la France est un pays laïque, la France est un pays qui a fait la séparation de l'État et de l'Église, qui est un pays qui ne parle pas, même dans les mots, hein, dans le jour, dans le quotidien, on n'a pas des expressions comme si Dieu veut, grâce à Dieu, et ce sont des expressions que j'ai recommencé à utiliser, que j'ai commencé plutôt à utiliser ici au Brésil avec ma femme, parce que ma femme est évangélique, et le Brésil a une culture catholique, évangélique, très forte, une culture avec, quel que soit le mot Dieu, hein, il résonne en nous de toute façon, que ce soit au niveau spirituel, au niveau anthropologique, au niveau philosophique. C'est une force avec laquelle chacun peut s'identifier, une force du bien, une force qui nous anime, qui nous inspire. Et donc, voilà, on utilise les mots d'une culture dans laquelle on vit, et donc j'ai utilisé ces mots naturellement, et je les utilise aujourd'hui, si Dieu veut, grâce à Dieu. Ça fait partie de moi désormais en habitant au Brésil depuis une dizaine d'années. Donc, ça résonne en moi fortement. Et Bolsonaro, oui, a l'habitude d'utiliser ces phrases de la Bible, justement. Et lorsqu'il est attaqué sur Internet récemment dans le dernier débat, l'interlocuteur disait, mais vous présentez énormément de fake news, les deux parties présentent des fake news, et Bolsonaro dit non, moi je ne présente aucune fake news, je n'ai présenté aucune fake news. Moi je n'ai pas besoin de présenter de fake news, je présente simplement la réalité. Et cette seule réalité de montrer par exemple la corruption de Lula, on va la détailler, c'est ce qui convainc même des électeurs qui étaient à gauche et qui aimaient auparavant Lula, mais qui l'ont vu emprisonné. Donc, c'est un combat spirituel, on est véritablement dans un combat spirituel aujourd'hui. Hein. Vous situez bien le débat et l'enjeu, puisqu'on va revenir un peu sur les valeurs que défend Bolsonaro. Alors, je voudrais rappeler juste qu'il y a eu une élection, une première élection, que la prochaine aura lieu le 30 octobre 2022, donc dans une semaine, 10 jours, que Lula a fini à 48,4%, que Bolsonaro à 43,2% et que Simone Tebet
du MDB a fini avec 4,2%. Donc on voit que le deuxième tour va être important. Et c'est quoi le parti de Simone Tebet? On peut le situer à quoi? À gauche, à droite? Elle s'est alliée maintenant à Lula, donc elle est vraiment de gauche. Hein. Elle a donné ses votes à Lula, donc c'est une corrompue. Lors de l'époque de la fraudémie, elle attaquait tous les médecins qui défendaient le traitement précoce. Hein, donc c'est une corrompue totale globaliste. Et un point intéressant, c'est que Bolsonaro, par exemple, par rapport à 2018, il a obtenu au premier tour déjà plus de voix cette année, au premier tour, que lors de 2018. Donc c'est un point très encourageant, très intéressant. Et donc on est très optimiste pour la suite, pour ce deuxième tour, avec certains sondages, certains sont plus ou moins tendancieux que d'autres, mais même les sondages les plus tendancieux de Datafolh, il y a par exemple, qui sont plus en faveur de la gauche et qui il a été prouvé qu'ils ont des liens et qu'ils ont été achetés par la gauche. Eux-mêmes voient Bolsonaro de plus en plus presque en train de dépasser maintenant ces derniers jours Lula. Donc, on espère que sur la dernière ligne droite, ça va s'accentuer, ça va s'accélérer. Alors, donc on va poursuivre, là on rentre dans le vif du sujet, on va dire, on a commencé bien sûr, mais... Alors vous situez d'abord votre livre sur 3 périodes importantes, mais qui correspondent bien, il y a ses origines familiales, sa trajectoire professionnelle et son ascension politique. Il faut savoir quand même que vous le dites, qu'il a été 30 ans député, donc effectivement par rapport à Trump, il a plus d'expérience politique, sauf que Trump a une expérience économique que n'a pas non plus. Voilà. Donc chacun a ses aspects positifs ou négatifs dans son parcours. Alors, mais par contre, au niveau de ses valeurs, donc vous dites que bon, son projet, c'est un projet de nation et pour remettre la foi et les valeurs religieuses au centre. Donc, vous situez bien le débat, c'est-à-dire que c'est un enjeu spirituel aussi, mais lié aussi aux enjeux de la corruption dans tous les domaines, comme on a pu le voir. Alors, vous dites qu'il veut défendre la patrie, la famille et les valeurs chrétiennes. C'est un peu les trois valeurs auxquelles vous insistez, quoi. Oui, ça fait partie de son slogan aussi. Vous savez, son slogan, c'est Dieu, famille, patrie et liberté. Liberté aussi, c'est un point très important. Lorsqu'il est interrogé, par exemple, sur les vaccins, c'est lui qui a acheté les doses. Hein, il a acheté des centaines de millions de doses, mais par contre, c'était pas obligatoire. Il a toujours dit, si vous voulez le prendre, si vous avez succombé à la narrative de peur des médias mainstream, très bien. Mais il a toujours expliqué à tout le monde qu'il fallait faire très attention, qu'il y avait aussi le traitement précoce, la censure, etc. Alors, pour résumer, oui, depuis le début déjà, depuis ses débuts dans la politique, il participait par exemple des marches, des manifestations qu'il y avait pour la liberté, la défense de la démocratie contre le sanguinaire terrorisme communiste au Brésil. Je ne sais pas si on peut en parler, mais il y avait une tentative d'instauration de dictature communiste au Brésil durant les années 50-60, suivant le modèle de Cuba. Donc, ces communistes comme Dilma Rousseff, hein, qui a fini par arriver présidente, mettaient des bombes dans des stades, tuaient des civils. Donc, il y avait une vraie... C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très polarisé encore, parce que ces socialistes aujourd'hui au pouvoir sont des anciens communistes déguisés. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tensions et Bolsonaro les combat avec l'armée depuis cette époque. Pour revenir sur la liberté, sur les valeurs de Bolsonaro, Bolsonaro est depuis toujours, par exemple, un ardent défenseur des droits des femmes, des droits de la famille, défendait la famille militaire, défendait il voulait en finir avec l'impunité des mineurs marginaux aussi. Il a toujours demandé des lois beaucoup plus féroces, des lois beaucoup plus dures pour les mineurs qui sont utilisés, que c'est de chair à canon par les mafias. En plus, dans toutes ces années de corruption, justement, il n'a jamais été corrompu dans toutes ces années de politique. Plus de 30 années de politique dans lesquelles il n'a jamais été condamné pour corruption. Il a eu des offres que je détaille dans mon livre, mais il n'a jamais été condamné. Et donc, il a des valeurs d'honnêteté qui sont vraiment très fortes. Et avec le début d'Internet, il a commencé à faire le buzz avec ses phrases fortes aussi. Il a un franc-parler qui résonne très bien avec Trump parce qu'il a vraiment des expressions qui sont reprises et qui font le buzz sur Internet. Et depuis l'ascension, l'essor d'Internet, c'est un buzz extraordinaire. Lorsqu'il fait ses derniers podcasts, il a des dizaines de millions de personnes qui le regardent. Voilà, alors que Lula, on a seulement quelques milliers. Donc c'est un vrai phénomène sur Telegram, sur tous les médias sociaux, Twitter, Facebook. Il a des millions de fans. Et même les Français, les Brésiliens qui étaient désabusés de la politique ont commencé à s'intéresser à nouveau à la politique, comme un peu avec Trump. Hein.
Donc, on a beaucoup de personnes qui se sont inscrites pour voter. Donc, un point important aussi sur la défense de la famille. Alors, il est contre l'idéologie de genre. Il le dit clairement, même dans sa campagne politique, hein, il l'explique. Donc, il a toutes les libertés qu'il défend et les points qu'il attaque aussi. Il est contre l'érotisation des enfants qui sont promus justement par la gauche. Hein. On le voit pas mal aux États-Unis avec les drag queens, etc. Il est contre aussi la glamourisation du communisme dans le champ culturel. Et donc, il lutte depuis qu'il est militaire. Déjà, il y avait la gauche qui voulait réécrire l'histoire. La gauche communiste, aujourd'hui déguisée en socialiste, voulait cacher le fait qu'il voulait instaurer une dictature communiste. Il voulait le cacher, le réécrire dans les manuels scolaires, et Bolsonaro s'est toujours insurgé contre ça et a toujours lutté contre la déconstruction de la vérité. Donc ces valeurs de vérité, de liberté, de défense dans la famille sont vraiment très fortes, ancrées, résonnent pour nous, pour tout le monde, pour tous les patriotes. Donc je voudrais partager ça aussi, qui est réellement très intéressant. Voilà. Ok. Alors justement, on va commencer par parler de sa jeunesse, enfin rapidement, hein, parce qu'on ne peut pas non plus... mais c'est important de donner le goût de la personne, comme on dit, le goût du personnage. Alors vous dites qu'il est né dans une famille de 5 frères, Jair Messias Bolsonaro le 21 mars en 55, à Glicério, dans la région de Sao Paulo. Alors bon, il est issu du papa qui Percy Geraldo Bolsonaro et de Olinda, sa maman, Bonturi. Mais sa mère était très catholique. Sa grossesse était compliquée, donc il semble que ses parents donc, ont eu un rôle très important dans ses valeurs. Tout à fait, oui, et c'est une famille pauvre aussi, ça c'est intéressant de le noter. C'est le seul aussi qui a eu une carrière militaire de par son effort propre. Il a gagné aussi pas mal de compétitions sportives à l'armée. Donc c'est quelqu'un qui dès le début, très jeune, fait preuve de valeurs, d'efforts, des valeurs d'engagement. Il a donné sa vie déjà en tant que soldat pour sa nation. Donc, ce n'est pas un profiteur comme certains politiques qui vient là pour s'accaparer des biens. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour sa nation déjà depuis le début. Donc, des valeurs très fortes. Excusez-moi de vous couper, mais vous parlez effectivement d'une marche de la famille avec Dieu. Donc ça, c'est les premiers, disons, activités militantes là. Mais il a combattu le terrorisme communiste et effectivement, il a été capitaine parachutiste chez des troupes d'élite. Et souvent la vie du Grand Noir, vous parlez de Celso, donc effectivement, d'ailleurs il a le soutien de l'armée. Hein. Oui, il a le soutien de l'armée qui était méprisée durant des années par la gauche, qui n'avait pas d'augmentation de salaire. Et lorsque Bolsonaro est rentré dans la politique justement en tant que conseiller municipal, qui était son premier boulot politique, il militait pour une augmentation de salaire des militaires. Donc, il avait d'ailleurs déjà fait un entretien avec un média Globe en demandant une augmentation des salaires des militaires. Et comme il n'avait pas demandé à ses supérieurs pour pouvoir participer à cet entretien, il avait dû justement partir de l'armée et il est donc entré dans la politique à partir de ce moment-là où il avait demandé une augmentation de salaire pour les militaires. Donc, dès le début, il était dans la défense des militaires et de la famille. Il a augmenté le salaire des veuves de militaires. Donc, il a toujours été dans la défense de la famille et des militaires dès le début. Oui, c'est un militaire de carrière, hein, capitaine parachutiste. Aujourd'hui, on l'appelle le capitaine du peuple aussi, le capitaine du peuple comme slogan électoral. Qui réunit tous les patriotes autour de lui. Donc c'est une expression intéressante aussi à reprendre. Oui, tout à fait, oui. Mais alors vous dites qu'effectivement il défend les militaires en politique, mais ses premières candidatures c'est au conseil municipal, donc il commence sa carrière politique dans les petites communes, c'est comme ça qu'il petit à petit il va vouloir nettoyer la corruption au niveau municipal, puis au niveau fédéral. Donc dès le départ de son investissement politique, il a toujours combattu la corruption, quoi. Tout à fait. Ces premières campagnes sont intéressantes aussi en termes
sans moyens, il n'avait aucun moyen financier. Donc oui, il commençait de très bas. Son père, au départ, était vendeur de lacets de chaussures. Donc c'était une famille très pauvre, hein, à la campagne d'une région qui vit de la culture de banane. Donc il vient d'une famille vraiment très pauvre. Et il y a des anecdotes intéressantes sur sa première campagne électorale pour être conseiller municipal où il collait des banderoles à l'arrière des autobus qui passaient dans la ville avec de l'eau chaude et une sorte de blé mélangé pour que l'autobus circule dans pas mal d'endroits de la ville avant qu'il soit arrêté et que les bannières soient retirées. Donc il y a beaucoup d'anecdotes comme ça, ou un autre jour aussi où il s'arrête sur le pont du Rio Niterói, qui est un grand pont à Rio de Janeiro, et donc, il simule une panne de moteur pour que tout le pont soit immobilisé et en profitant de ce moment-là pour distribuer des bannières et parler de sa candidature politique. Donc, voilà, il avait déjà des initiatives très intéressantes, mais avec peu de moyens dès le début. Et sa dernière campagne aussi, avec très peu de moyens. Il a toujours fait ses campagnes avec très peu de moyens et pourtant, il était élu avec des records et des records de vote. Parce que le peuple s'identifiait réellement à lui. Donc, Justement, suite à son histoire d'enfance, milieu pauvre, etc., justement, il ne valorise pas, il valorise plutôt l'effort, le travail. Donc, il est contre l'idolâtrie des bandits victimes sociétales, comme il dit, et mépris des victimes étant l'hypocrisie classique du progressisme de gauche, mais aussi un défenseur ardent, un féministe avant l'heure, on va dire, au Brésil, des droits des femmes. Expliquez-nous d'où ça vient. Est-ce que ça vient de sa mère ou... Oui. Alors, j'essaie de réfuter différents points dans ce livre. C'est vrai que comme ils n'ont pas de cas de corruption à lui reprocher, ils vont souvent le caricaturer, le diffamer avec simplement un titre, hein, que les gens pressés ne liront même pas la suite. Hein, simplement un titre, Bolsonaro misogyne ou Bolsonaro homophobe, mais on va rester sur ce point misogyne. Alors, c'est un des hommes politiques qui a fait le plus de lois pour la femme, plus de 70 lois pour les femmes durant son mandat de président. Donc, on a énormément de femmes aujourd'hui qui participent à la campagne électorale pour le deuxième tour avec énormément de vidéos en montrant que les femmes sont derrière Bolsonaro. Bolsonaro n'est pas un macho, n'est pas un machiste. Il met la femme en premier lieu. Il a donné aussi des titres de terrain dans certaines zones à la campagne où certaines propriétés rurales demandaient depuis des années à être régularisées. Il a donné le titre non pas aux hommes mais aux femmes pour que justement les femmes puissent être détentrices de ces titres de propriété et soient les chefs de la maison. Donc il fait énormément pour les femmes, hein. Il fait énormément depuis qu'il est conseiller municipal. Il a aussi augmenté le salaire pour les veuves. Donc il a fait énormément pour les femmes, oui. Et Alors, pour revenir sur les... Ouais. oui. Pour revenir sur les bandits, entre guillemets, victimes sociétales, c'est vrai qu'on a le même narratif, que ce soit en France, que ce soit au Brésil, des merdias corrompus subventionnés, qui, au lieu de présenter un agresseur dans la rue, un voleur comme un suspect, le présentent comme toujours un jeune homme en difficulté, en souffrance, plutôt que de le montrer comme un attaquant, un assaltant, un bandit, un criminel. Donc on a ces mots qui ne sont pas utilisés. Ça fait partie d'une communication et de lavage de cerveau, que ça rentre dans l'esprit des gens, comme si c'était des personnes qui étaient des victimes sociales en fait de la société et qui volaient. Alors on a une expression intéressante aussi de Lula récemment. Il y a un jeune qui a volé un téléphone. Ouais. Il y a un jeune qui a volé un téléphone d'une autre personne et donc Lula s'exprime à la télé. Il a dit je ne comprends pas que les policiers puissent violenter des jeunes qui volent simplement des téléphones portables, des cellulaires comme vous dites, pour acheter un sandwich.
Et donc cette phrase-là, en montage, en montrant que certains voleurs, pour voler un téléphone, étaient prêts à mettre un couteau dans le ventre d'autres personnes, avec des vidéos juste après la vidéo de Lula, c'est quelque chose qui a fait énormément de mal à Lula. Et Lula défend les bandits. Lula est allé dans une favela, donc dans un coin très dangereux avec des narcotrafiquants, avec un bonnet CPCHIS récemment, en montrant son soutien, son appui à ces narcotrafiquants, un grand narcotrafiquant aussi à la prison qui a donné récemment aussi son vote pour Lula, qui fait partie du PCC, un des plus grands groupes de narcotrafiquants ici au Brésil. Donc les trafiquants montrent leur adhésion à Lula, alors que Tarcísio, qui est un candidat de Bolsonaro pour le gouverneur de Sao Paulo, pour le gouvernement de Sao Paulo, lui a été reçu à coups de pistolet à Paraisópolis, qui est une favela ici à Sao Paulo. On voit bien la différence de traitement entre les deux, et le crime organisé qui reçoit Lula dans la favela, qui le laisse entrer, qui lui donne son appui, alors que Tarcísio Gomes, candidat de Bolsonaro, est lui reçu à coups de fusil. Et Bolsonaro aussi a des records d'appréhension de drogue, des centaines de tonnes, alors des records jamais saisis auparavant, bien évidemment. Vous dites qu'il combat les emplois fictifs. Alors nous, on a connu ça ici, puisque Juppé, à l'époque, était venu faire un séjour d'1 an au Québec. Il tenait un blog, d'ailleurs, il s'amusait bien. Tout ça pour protéger son ami Chirac, qui était en fait le responsable. Bon. Mais vous dites qu'il refuse les pots de vin. Et il fait des pressions aussi pour faire évoluer les lois. Pour les militaires, mais pas seulement. Hein. Vous parlez des femmes tout à l'heure. C'est un des hommes politiques. Excusez-moi, c'est un des hommes politiques qui a fait le plus de lois. Souvent, les gens disent, on a aussi cette fausse narrative, cette diffamation, disant que Bolsonaro, en tant qu'homme politique, n'a pas fait énormément de lois. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Est-ce qu'il était actif? Alors, il faut rechercher un petit peu. C'est comme toujours la même narrative sans recherche faite derrière. Il a plus de 500 lois qui ont été faites par lui, plus de 500 projets qui ont été votés. Donc, voilà, un point aussi intéressant, comme quoi il a toujours été très actif. Mais ils ont tous un point commun, semble-t-il, c'est la corruption, le pot de vin, les liens avec la mafia, vous venez d'en parler, là, c'est très, très, très clair. Est-ce que c'est comme en Amérique du Sud, un problème, on l'a vu dans d'autres pays d'Amérique du Sud, est-ce que c'est encore présent? On l'a vu avec Narco, enfin les différentes séries qu'on voit sur Netflix, là, on voit bien les liens avec la politique. Est-ce que sa vie est en danger? Est-ce que sa vie est en danger? Oui, et, Bolsonaro a souffert un attentat, je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2018, hein, avant d'être élu, il a reçu un coup de couteau, il a failli mourir déjà, et les médecins à l'époque ont dit que c'était un miracle, hein, qu'il ait toujours vécu. Depuis les années 1950-1960, les communistes, qui sont aujourd'hui déguisés en socialistes, ont essayé de créer au Brésil une dictature communiste, vous savez, suivant l'exemple de Cuba. Donc c'était déjà très violent, et ensuite Lula a été condamné parce qu'il a envoyé des milliards et des milliards, tellement de milliards que ça représente maintenant des trillions, à Venezuela, à Cuba, en Mozambique. Donc on a par exemple 2,5 milliards de réals qui sont envoyés pour une usine hydroélectrique au Nicaragua. On a un métro de Caracas qui est construit, tout ça avec des fonds des citoyens brésiliens, des fonds qui normalement devraient être utilisés pour la Banque nationale du développement économique et social, qui est une banque brésilienne. Par exemple, il n'y a pas de métro à Curitiba, mais au Brésil, hein, mais il y a un métro à Caracas qui a été construit avec les sous des citoyens brésiliens, qui ont envoyé par Lula à ses amis là. Donc c'est terrible, c'est leur technique, hein, c'est leur façon de faire. Oui, il y a une alliance communiste internationale depuis les années 1950-60, avec énormément de corruption qui a été prouvée, et de l'ordre des trillions. Donc malheureusement, on ne peut pas tout aborder, mais en tout cas, on va inviter les gens à se procurer votre livre. Mais pour conclure, vous dites qu'il n'est ni dictateur, ni génocidaire, ni négationniste. Bolsonaro est un fervent défenseur des libertés individuelles. Il est contre le confinement et pour le traitement précoce. Alors là, peut-être pour conclure justement là-dessus, il s'est battu un peu comme ici... certains, enfin comme nous, hein, minorité, mais contre le sanitarisme, enfin contre cette collusion justement entre les entreprises, le politique et les industries pharmaceutiques. Quoi.
La liberté fait véritablement partie de son programme. Ajouter avec un autre mot, vous avez liberté, ajouter un second mot, liberté, ajouter un troisième mot. Donc regardez son programme et énormément. La liberté occupe une place vraiment importante quand on voit qu'aujourd'hui, par exemple, Lula demande la censure de certains médias, demande la censure de certaines chaînes comme Jovenpan qu'il a demandé de censurer récemment. Jovenpan a été interdit de dire que Lula est un ex-corrompu, et toujours un corrompu de toute façon. Ils ne peuvent plus utiliser les mots corrompus, donc c'est terrible. Même Bolsonaro, dans sa campagne politique maintenant, la dernière semaine qui reste, ne peut plus utiliser les mots de corrompu pour désigner Lula, alors que Lula est véritablement corrompu. Mais ces ministres ont été nommés justement par Lula et Dilma, donc le judiciaire est totalement corrompu, mais Bolsonaro, en étant réélu, va pouvoir changer et ajouter certains ministres. Mais pour revenir sur la liberté, oui, Bolsonaro n'est pas vacciné. C'est un des rares dans le monde à ne pas être vacciné. Durant la Covid, depuis le début, il a dit qu'il ne fallait pas fermer, qu'il ne fallait pas confiner. D'ailleurs, lui-même n'a pas fermé l'école des cadets militaires et aucun cadet militaire n'est mort. Il a pris le traitement précoce, il n'est pas vacciné, mais il a attrapé le Covid, il a pris le traitement précoce, il a dit qu'il fallait laisser la liberté aux médecins. C'est un pays décentralisé, le Brésil, un peu comme les États-Unis, donc les régions ont eu beaucoup plus de pouvoir et ce sont les régions qui ont confiné, bien évidemment les gouverneurs de gauche corrompus qui en plus récupéraient de l'argent du gouvernement fédéral et se le mettaient dans les poches plutôt que d'investir dans des hôpitaux. Donc ces gouverneurs de gauche qui en plus font la morale et disent restez chez vous, mais qui se mettaient de l'argent dans les poches et ne construisaient pas d'hôpitaux. On a voilà cette situation dans laquelle contre laquelle Bolsonaro s'insurgeait depuis le début et il demandait deux choses. Il demandait de faire attention à la santé, bien sûr, mais en même temps de faire attention à l'emploi. Et elle a toujours dit que les deux marchaient ensemble. Et donc, vous avez ces narratifs de la gauche qui le présentent comme un génocidaire alors qu'il a acheté des centaines de millions de doses de vaccins, mais il a dit que c'était pas obligatoire, que vous pouviez les prendre si vous le vouliez ou pas, et qu'en plus, si vous le preniez, comme vous n'avez pas de garantie de Pfizer, lui-même a dénoncé ça, que Pfizer avait aucune garantie, et que cette expression qu'il a utilisée a été reprise, vous pouvez vous transformer en crocodile si vous prenez ce vaccin, vous savez pas ce qui va vous arriver. Bien évidemment, l'opposition s'est insurgée, elle dit comment on peut dire ça de la médecine, c'est un charlatan, nouvelle tentative d'impeachment qui lui a été fait pour charlatanisme. Vous voyez comment la gauche fonctionne, comment l'opposition fonctionne, comme aux États-Unis, les impeachments par rapport à Trump. Donc c'est la même chose, voilà. Conclure, bon, et ça me paraît très, très positif, c'est un objectif clair, c'est de cela afin que le Brésil soit une des meilleures économies du monde avec des citoyens instruits, donc il a aussi une stratégie importante avec l'éducation, et libre de manifester leurs croyances sans censure et qu'ils soient chaque jour moins dépendants de l'État. Ça, c'est une pensée classique libérale. Assumé. Exactement. Moins dépendant de l'État, c'est extrêmement important. Et on a un ministre de l'économie, Paulo Guedes, qui est extraordinaire. Je vous encourage à regarder ces podcasts pour ceux qui parlent portugais, qui en ont accès, ou s'il y a des sous-titres. Et il en a certaines en anglais. Il est très bon en anglais, Paulo Guedes. Donc, vous pouvez regarder le ministre de l'économie de Bolsonaro. Le Brésil a été salué aussi durant le Covid par sa réponse avec une reprise en V extrêmement dynamique. Ces 12 derniers mois, le Brésil a créé plus d'emplois que les États-Unis, l'Allemagne et l'Angleterre réunis. Cette année, on a une croissance du PIB supérieure à celle de la Chine, du jamais vu depuis plus de 40 ans. Le Brésil, une croissance du PIB supérieure à celle de la Chine, avec une déflation aussi forte depuis les 4 derniers mois. Donc on a le Brésil qui est destiné dans les prochaines années à croître avec des partenariats aussi privés, publics, des investissements directs étrangers qui sont énormes. Le Brésil est un des pays qui a reçu ces dernières années le plus d'investissements directs étrangers, que ce soit dans des ports, dans des routes. Le Brésil manquait d'infrastructures et on a une amélioration des infrastructures qui sont extraordinaires, avec aujourd'hui des transports de soja qui sont moins chers par le Brésil que par les États-Unis. Donc le Brésil s'est placé dans cette réorganisation des supply chains mondiales dues au Covid, s'est réorganisé pour être un des leaders et pour être une économie leader dans les prochaines années. Voilà.
Et, peut-être pour conclure une dernière fois, mais qu'est-ce que pensent les gens? Vous dites qu'il y a un aura mondial, c'est-à-dire qu'il est très apprécié comme président, parce que bon, vu les dates, là, ça fait quand même 3 ans qu'il est, presque 4 ans qu'il est président de la République fédérale du Brésil. Est-ce qu'il est apprécié? Parce que Lula, malgré tout, a été blanchi par la justice. Est-ce que la justice était aussi corrompue? Alors Lula a été condamné pour simplement peu de choses par rapport à tout ce qu'il a fait. Je vous avais parlé, moi, de par exemple, 2,5 milliards qui a été envoyé au Nicaragua, des milliards et des milliards qui ont été envoyés au Mozambique, qui ont été envoyés à Cuba, qui ont été envoyés, expliqués pour construire, par exemple, un métro à Caracas, alors que à Belo Horizonte, par exemple, il n'y a pas de métro. Donc, Lula a nommé des ministres du tribunal supérieur fédéral, et ce sont ces mêmes ministres qui l'ont relaxé en disant que en fait ils devaient être jugés par leur juridiction à eux et pas par une autre juridiction. Donc c'est simplement un petit tour de passe-passe, vous savez, mais l'argent qui a été volé a toujours été volé, n'a pas été rendu. L'argent qui a été détourné au Venezuela est toujours au Venezuela. L'argent qui a été détourné par Petrobras, par JBS, par le Mensalon, vous avez des quinzaines et des quinzaines de scandales. Le chef d'entreprise Odebrecht, qui est un constructeur, est lui toujours en prison. Donc, pourquoi certaines personnes qui ont fait partie de la corruption de l'équipe de Lula sont eux en prison et Lula était blanchi? Vous voyez que ça tient pas debout. Donc, la corruption a existé. C'est simplement une manigance des médias subventionnés pour vous faire croire que Lula, lui-même le dit, Lula en blaguant, dit j'ai l'âme la plus honnête du Brésil. Je suis l'âme la plus honnête du Brésil. Donc, mais grâce à Internet, les gens ne le croient plus. Ok. Heureusement. Bon, en tout cas, on va inviter les gens à procurer le livre. Donc, je rappelle, l'auteur, c'est Antoine Bachelin-Sena, qui vit au Brésil, qui a écrit un livre sur Jair Bolsonaro, qui est président depuis 3 ans, 9 mois et 20 jours, là, je vois d'après les sources, mais qui vient d'un milieu très simple et qui, bien sûr, est confronté, comme Trump l'a été, à la couverture médiatique traditionnelle. Voilà, merci beaucoup pour votre temps et à une prochaine fois. On vous tiendra au courant parce que quand il sortira le livre, on refera une autre émission pour faire le point sur l'élection qui aura lieu le 30 octobre. À bientôt. À bientôt, ciao. Ah ouais.